Bienvenue chez vous. C'est le format du webinaire Galian, format que vous retrouvez tous les mois. Nous traitons de différents sujets qui qui touchent au monde de l'assurance immobilière, mais pas que, bien sûr. Et avant de démarrer, vous rappelez quand même deux, trois fondamentaux de Galian qui ma foi, sont extrêmement importants pour nous. Accompagner les professionnels de l'immobilier dans le développement et la diversification de leurs activités avec des solutions attractives pour leurs bénéfices et leurs clients, c'est vraiment notre ADN. En fait, chaque fois qu'on construit une offre, on la fait toujours à travers votre vision pour que vous puissiez en retirer bien le maximum de bénéfices. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup et c'est ce qui va vraiment toujours le leitmotiv de tout ce qu'on va vous proposer dans le cadre de notre collaboration. Quelques chiffres qui concernent Galian. On peut évoluer, mais comme l'année n'est pas terminée, on va attendre. Nous sommes toujours le leader de la garantie financière. On a plus de 11 milliards, pratiquement 11 milliards et demi de fonds qui sont garantis. Avec à hier, on était à 11 400 et quelques clients sociétaires. Et on en a quelques-uns d'entre vous qui ont opté pour le statut de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Donc, pressant pour du niveau 2, le reste étant essentiellement du niveau 3. On a eu une belle année 2021. On espère que l'année 2022 sera aussi profitable pour vous comme pour nous. On a continué à travailler ensemble à travers évidemment les audits que nous réalisons, les formations RCP auxquelles vous assistez nombreux, y compris à l'autre bout de la planète, puisque sur les 3 derniers jours, les formations RCP ont lieu sur l'île de la Réunion. Un accompagnement de proximité avec les commerciaux terrain et a priori, vous êtes plutôt satisfait de ce service puisque presque 98% de nos clients se sont déclarés satisfaits de la relation que nous entretenons avec eux. Côté formation, vous avez 3 interlocuteurs, Florent Paquier, RCP, le juriste de Galian qui se trouve à 10h30 d'avion actuellement, Francis Ritter senior, qu'on ne présente plus, 20 ans d'audit chez Galian, l'ultra expert. C'est lui qui vous accompagne lorsque vous adhérez en tant que nouveau client sociétaire. Et c'est lui également qui nous décortique, analyse toutes les données qui remontent au sein de Galian pour pouvoir justement en retirer la substantifique moelle et vous donner les indicateurs de performance auxquels vous... Pour ma part, je suis sur le volet assurance, formation interne des collaborateurs, mais également externe sur tous les sujets assurantiels. Et j'ai l'immense honneur, le plaisir d'accueillir notre invité du jour que je laisse se présenter. Je vais activer mon micro. Donc, Daisy Facchinetti, certains du coup me connaissent de ma dernière expérience. Du coup, j'étais secrétaire générale de l'ORIAS et dans le cadre de la réforme du courtage, du coup, me voilà du coup secrétaire générale aussi. Du coup, comme ça ne change pas beaucoup, mais au sein d'Endia, donc association d'autorégulation agréée par la CPR. Voilà, donc désormais, elle a rejoint, j'allais dire l'autre côté du miroir. Non, pas tout à C'est pas tout à fait le côté fait, puisque obscur quand même. l'association va s'intercaler entre... Non, j'ai pas parlé de côté obscur. Non, on est encore dans la lumière quand même. Mais en effet, c'était quand même extrêmement important pour le coup, pour Endia, d'avoir quelqu'un qui sache exactement comment font l'ORIAS, le côté immatriculation, pour pouvoir en retirer le meilleur de toute son expertise et ainsi le compléter avec cette nouvelle organisme qui vient s'intégrer dans la relation que vous allez avec le métier de distributeur d'assurance. Alors justement, on va parler de cette fameuse réforme, la réforme du courtage. Pour qui, pourquoi, comment et ce qui a déjà changé au 1er avril 2022. Et pour l'instant, vous n'étiez pas encore et là, malheureusement, les couloirs du temps ne sont pas éternels. Donc, à un moment donné, vous êtes aussi rattrapé par cette réglementation qui s'est faite en 2 temps. Heureusement, les premiers plâtres ont été essuyés par les nouveaux entrants dans la profession, où aujourd'hui, vous êtes bien sur la problématique de renouvellement. Pour en parler, on va dresser rapidement un état des lieux. Quel est l'environnement réglementaire dans lequel nous nous trouvons, comment fonctionne la distribution d'assurance, et puis on rentrera dans le vif du sujet concernant la réforme, ce qu'on appelle
peut-être à tort l'autorégulation, et ensuite les associations. Desi Facchinetti nous présentera en fait comment vont fonctionner ces associations, quel est leur rôle concrètement, et puis surtout comment qu'on fait pour pouvoir passer ce cap et être tranquille lorsque le 12e coup de minuit sonnera le 28 février 2023, date à laquelle votre immatriculation Orias aura vécu et il faudra partir sur une nouvelle année. Donc pour éviter que le carrosse ne redevienne citrouille, justement, nous allons écouter tout ce que nous dira Desi en deuxième partie. Alors, nouvel environnement. Il faut savoir que l'environnement réglementaire a changé, il n'est plus simplement national. Maintenant, il s'écrit dans un pays qui sent bon la gaufre, le chocolat et la bande dessinée. On parle de Bruxelles, bien évidemment, puisque désormais, ce sont des directives qui sont dictées par les instances européennes et qui ensuite sont déclinées dans les différents pays membres de l'Union. La première qui a impacté le métier en matière de distribution d'assurance, ça a été la DIA, la directive sur l'intermédiation d'assurance. Elle date de 2002, donc on a 20 ans de recul désormais. Elle a écrit les premières pages de cette réglementation européenne. Elle nous a donné quelques points qui subsistent encore aujourd'hui, qui continueront à produire leurs effets. Et elle a été remplacée ou complétée, ça dépend comment vous voyez les choses, par un autre acronyme qui s'appelle DDA, qui a été pendant longtemps l'épouvante, nous sommes à Halloween, donc on peut parler de ça, qui a été l'épouvante des assureurs, c'est la directive distribution d'assurance. Elle était prévue initialement début 2018, repoussée au 1er octobre 2018. Bref, depuis le 1er octobre 2018, nous sommes des DDistes, puisque nous sommes tous sous la bannière des distributeurs et non plus des seuls intermédiaires. Alors, le sujet souvent, avec les professionnels de l'immobilier, c'est est-ce qu'on est vraiment concerné? Écoutez, l'assurance et l'immobilier, vous voyez qu'il y a différentes dates où on se rend bien compte, ça fait partie des attendus réglementaires, ça fait partie des attendus de vos clients, de justement que vous ayez ces compétences et ces connaissances liées à l'assurance de vos métiers, donc l'assurance de l'immobilier, bien entendu, ce que nous on appelle les IMO-assurances. Vous avez bien entendu la garantie financière qui a donné lieu à la naissance de ce qui était à l'époque la caisse de garantie FNAIM. 72, la loi Hoguet, l'obligation d'assurance RCP. 79, la loi Spinetta, la dommage ouvrage, bien sûr, pour les syndics, c'est très important, mais pas que pour eux. 82, la multirisque habitation. 89, qui a conforté cette obligation d'attestation d'assurance avant signature et tous les ans. La clause résolution du bail, bien entendu. La loi Allure avec la copropriétaire non occupant, l'assurance du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical, IRSI qui a, mis en musique un peu tout ce qui fait le gros quotidien d'une partie des gestionnaires en administration de biens et en syndic. Et puis, évidemment, 2022 avec cette réforme du courtage. Donc, vous voyez, assurance et immobilier sont deux métiers qui se ressemblent déjà, où les structures se ressemblent aussi, et en tout cas, du côté de l'immobilier, l'assurance, ce sont des connaissances, des compétences importantes à avoir et que vous pouvez mettre en avant, pour valoriser justement vos honoraires en matière immobilier. Côté distribution assurance, comment ça fonctionnait avant 2018? Très simplement, la loi Hoguet permettait aux syndics, aux administrateurs de biens de proposer des assurances liées à la protection du patrimoine, on va dire ça comme ça. C'était le mandat de gestion, le contrat de syndic qui définissait cette souscription et gestion pour compte. Votre rémunération, on parlait d'honoraires de gestion, d'honoraires de syndic. Merci Michel Hoguet d'avoir permis ça. En parallèle, les assureurs faisaient leur métier d'assureur grâce au contrat d'assurance qui était le document juridique. Leur rémunération, on parlait pour eux de commission d'assurance, totalement opaque et intégrée dans la prime qui est payée par l'assuré. Et eux, c'était la DIA 2002 qui leur permettait d'agir comme ça. DIA d'ailleurs qui a permis de donner une définition à ce qu'est un intermédiaire d'assurance. Souvent, quand je posais la question à mes clients, mais vous êtes convaincus, je leur disais, écoutez, il y a 4 actes fondamentaux. Si jamais vous répondez à la positive aux 4 questions, c'est que vous êtes un intermédiaire. Est-ce que vous proposez des contrats d'assurance? Bon, la réponse est souvent oui, la GLI ou autre. Est-ce que vous expliquez les conditions des garanties?
J'espère, parce que je vous rappelle que l'assureur RCP que nous sommes, on vous parle souvent de ces risques de mise en cause concernant le devoir de conseil. Est-ce que vous recueillez l'adhésion au contrat d'assurance, que ce soit en assemblée générale ou que ce soit à travers le mandat ou les bulletins individuels d'adhésion? Eh bien oui, vous le faites. Et la quatrième et dernière question, qui était souvent celle qui posait problème, c'est est-ce que je perçois une rémunération? Et on m'opposait souvent la notion de commission, tout comme les assureurs l'aperçoivent. Or, le Code des assurances parle de toute rémunération concernant les commissions, les honoraires, les avantages en nature, tout ça. Donc, si vous pouvez répondre oui à cette quatrième et dernière interrogation, eh bien oui, vous êtes un intermédiaire en opération d'assurance et vous tombez sur le coup de ce qui est une profession réglementée. Voilà. Vous avez opté pour l'immatriculation à l'ORIAS. Désormais, vous êtes à l'abri d'une requalification dans exercice illégal d'une profession réglementée, punie de 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende avec une perte d'honorabilité, bien évidemment, et les conséquences que vous imaginez. Alors, DDA arrive, élargit le spectre de la distribution d'assurance en intégrant les porteurs de risques, que ce soit avec le réseau salarié, la vente directe sur Internet, les courtiers grossistes, y compris ceux qui distribuent à travers un réseau de courtiers de proximité, sont concernés par ça, les comparateurs. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez connu avec la loi Allure, avec les marchands de liste. On va garder nos intermédiaires, les agents généraux, les courtiers, leurs mandataires, bien sûr, qui sont concernés. Et puis, le législateur a créé une bulle rien que pour vous. Et cette bulle, c'est les intermédiaires d'assurance à titre accessoire. Donc, votre métier n'est pas d'être assureur, bien entendu, c'est pas la question, mais quand même, vous parlez assurance, vous distribuez de l'assurance dans le cadre de la vente d'un bien ou d'une prestation de service, c'est bien un complément d'activité, c'est donc bien à titre accessoire que vous proposez ça. Et à l'instar des agences de voyage avec l'assurance annulation, des magasins de téléphonie avec l'assurance perte, casse et autres, et les concessionnaires automoto qui vous font un devis lorsque vous achetez un véhicule, eh bien vous, professionnels de l'immobilier, vous rentrez dans ce périmètre qui a été inventé pour vous. Désormais, vous êtes un petit peu assureur et vous êtes donc assureur à titre accessoire IATA. C'est d'ailleurs un point important sur lequel je vais revenir. Donc concrètement, eh bien, pour distribuer les offres d'assurance qui sont celles que vous proposez à vos clients, vous devez avoir pour la GLI ou la DI, ADI, c'est assurance dessin validité, c'est assurance emprunteur, hein, qui a été aussi bien ouverte à la concurrence ces derniers temps. Eh bien, il faut avoir un niveau 3, il n'y a pas de garantie responsabilité civile à l'intérieur. Et pour les autres, la PNO, la dommage ouvrage, la multirisque immeuble, la multirisque habitation, eh bien, nous préconisons un niveau 2 parce qu'il y a bien de la RC à l'intérieur. Et au moins, comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de problématique de remise en question de votre capacité professionnelle à ce niveau-là. Le statut pour lequel on vous recommande d'opter, c'est celui de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est simple d'utilisation. Pour faire le parallèle avec vos métiers, le mandataire d'intermédiaire d'assurance est à son intermédiaire, ce que l'agent co est à l'agent immobilier. À vous la paperasse, à l'agent co le côté fun de la commercialisation et de l'argumentation. Eh bien, c'est exactement pareil en assurance. C'est votre mandant qui va se charger du gros volet de la conformité et vous, bien sûr, il y a quelques étapes à passer et vous avez un aspect plus front à vous occuper. Donc, pour résumer, la capacité professionnelle est très facile à obtenir, des équivalences de diplôme, de formation ou autre. Un niveau 2 ou un niveau 3 au niveau de l'ORIAS, la 3, c'est la base. Le chiffre d'affaires est inférieur à 50%. Si ça dépasse, peut-être vous êtes trompé de métier. Un statut IATA, important, lors de votre inscription à l'ORIAS, veillez bien à ce que vous soyez inscrit en intermédiaire d'assurance à titre accessoire, parce que il va en découler quoi? Il va en découler deux choses. La première, elle va bien vous plaire, c'est que vous allez pouvoir percevoir, facturer des honoraires sur tous les actes de distribution d'assurance en toute légalité. Et oui, ça, c'est plutôt bien. Et je vous rappelle d'ailleurs que les commissions d'assurance bénéficient d'une exonération de TVA. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, l'exonération aussi de la formation continue. Si vous êtes en activité à titre principal, eh bien, attention à ça. Vous devrez faire 15 heures par an en plus
du quantum de 42 heures sur les 3 ans au titre de la loi Allure. Donc, faites attention, le IATA, c'est extrêmement important. Pour pouvoir exercer conditions d'honorabilité, bon, nous sommes tous des honorables puisque vous êtes déjà immatriculé à l'ORIAS. Vous avez donc là-dessus pas de sujet. Au niveau de la capacité professionnelle, vous choisissez soit la 3, soit la 2. La 1, c'est plus rare, soit par de la formation, soit par des équivalences de diplômes. Donc, n'importe quel master peut faire office, même si vous avez un master qui n'a rien à voir avec l'activité. Si vous avez un diplôme également, là je pense également à vos collaborateurs, s'ils ont un diplôme qui est lié à de l'assurance, de la banque, de la finance et de l'immobilier, ils auront aussi la capacité professionnelle. S'ils ont déjà travaillé dans une activité d'assurance, eh bien écoutez, ça ira bien aussi. Deux autres conditions qui sont également obligatoires. Si vous faites la détention de fonds en matière d'assurance, c'est-à-dire que vous avez une délégation d'un assureur pour pouvoir encaisser les primes, il vous faudra une garantie financière. Normalement, ce n'est pas votre cas. Et puis une RCP obligatoire et spécifique à la distribution d'assurance. Donc, si vous êtes niveau 2, vous nous avons fait bénéficier d'une offre négociée avec MMA qui a repris un peu les termes de ce qu'ils connaissent en immobilier. Et puis, nouveauté, Daisy, avec justement ces associations professionnelles qui viennent s'insérer dans la chaîne, où l'ACPR, qui est la Banque de France, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, a agréé un certain nombre d'associations, soit sur le volet assurance, soit sur le volet banque, soit, eh bien, tout simplement. Une fois que vous êtes passé par là, eh bien, direction l'ORIAS. Et à ce moment-là, vous pourrez passer le cap soit de l'immatriculation initiale, soit du renouvellement. Alors, une fois que on a vu cette association s'était insérée dans notre chaîne, ça vient d'où? Ça vient de cette réforme, cette nouvelle réforme qu'on appelle la loi du 8 avril 2021, date de son entrée, de la votation au Parlement. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est forme de plus. L'un d'entre vous m'a posé la question, m'a dit encore un truc en plus qui vient complexifier. Oui et non, parce qu'en fait, cette réforme a été voulue dans un sens d'une aide en fait. L'idée, c'est que on a des textes qui sont souvent faits en pensant à des grosses structures qui ont la capacité financière de monter mettre des moyens qu'il faut pour avoir des personnes dédiées au respect de la conformité, pour pouvoir continuer à bosser. Ça, vous connaissez tous comment ça se passe avec la loi Allure. Sauf que c'est en théorie, vous savez, ce pays magique où tout est possible. Eh bien, dans la réalité des faits, quand vous êtes un courtier de proximité ou que votre structure n'est pas dévolue à l'assurance, eh bien d'avoir quelqu'un qui va veiller à ce que vous suiviez bien toute l'évolution réglementaire pour la conformité, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est ça qui a animé en fait cette réforme, hein, de vous aider. C'est plus une aide vraiment qu'une contrainte, de vous aider en mettant quelqu'un entre le contrôleur, le gendarme, hein, qui est l'ACPR, et vous, pour être sûr et certain que le jour où vous avez l'ACPR qui sonne à votre porte, eh bien, vous soyez tranquillisé. Vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a l'auditeur de Galian qui vient vous voir. Le fait que vous l'ayez déjà vu, que vous ayez une recommandation, eh bien, vous savez que ça va se faire dans la douceur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Comment ça s'est passé? Alors, ça a presque 4 ans désormais. Le Trésor a décidé de valider le principe de mise en place d'associations. Ça a été intégré dans l'article 207 de la loi Pacte, texte qui a été censure constitutionnelle. J'ai découvert l'existence d'une expression que je ne connaissais pas, que je trouve extrêmement poétique. Le cas, c'est une loi qui n'a rien à voir au milieu de quelque chose de beaucoup plus dense. Le Conseil constitutionnel l'a vu, ils ont retoqué 15 articles, dont celui qui nous intéresse, et on est reparti pour un tour. Nouveau rédacteur est nommé, qui connaissait bien le sujet, puisqu'elle est agent général. Le texte a été soumis au Parlement en avril 2021, après quelques allers-retours, hein, et a enfin été adopté.
avec une entrée en vigueur au 1er avril 2022. Au 1er avril 2022, eh bien, à ce moment-là, pour pouvoir obtenir son numéro d'immatriculation à l'ORIAS, il fallait d'abord passer par la case association. Euh, alors, ça s'est pas fait sans mal, Daisy. Vous avez connu ça. Il y a eu quelques soubresauts, si je puis dire, au début. Oui, tout à fait. Le 1er avril 2022, c'est pas fait forcément dans la douceur et c'était pas un poisson d'avril. Mais néanmoins, du coup, de mes anciennes fonctions, oui, les intermédiaires ont pu continuer de s'immatriculer. Ça a été chaotique aussi puisque l'agrément des associations est intervenu le 22 mars pour une entrée en vigueur au 1er avril. Donc, le délai était quand même assez court pour tout le monde. En effet, c'est un point qui fait toujours très sourire en France, c'est que on met des années à construire des textes et puis le jour où il y a le texte définitif, on nous laisse un délai qui est extrêmement court. Donc en décembre, en effet, tous les textes ont été mis en place. Celui qui a entériné la mise en place de ce texte réglementaire, le texte qui a donné agrément aux associations professionnelles, puisque toutes les associations ont dû construire eh bien, leur demande d'agrément hein, en partant d'une feuille quasi blanche hein, pour simplifier. Et puis ensuite, modification du code monétaire et financier et du code des assurances. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, là aussi, pour pas des professionnels, en tout cas des aguerris au droit constitutionnel, eh bien, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, a été déposée et donc c'est une professionnelle qui a levé le doigt en disant tiens, ça serait bien si on soumettait ça. Il y avait suffisamment d'éléments pour en tout cas porter le fait au Conseil constitutionnel. Hein, si j'ai bien suivi, c'est le Conseil d'État qui a dit OK, non, non, il y a matière, il y a matière à, donc on fait remonter au Conseil constitutionnel qui tranchera. D'ailleurs, pour la petite histoire, lors des journées, la première journée du salon du courtage, c'est le jour qui a été choisi pour instruire l'hôte du Conseil constitutionnel. Et ça y est, hein, Daisy, le Conseil constitutionnel a tranché, me semble-t-il. C'est tout récent. Ah oui, ça date du 21 octobre, donc on est vraiment dans l'actualité. Exactement, vous voyez, c'est tout chaud. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les sages? Que tout était conforme, en aucun cas, enfin, du coup, la réforme n'a été remise en cause sur aucun des points soulevés dans ce recours. Donc tout est constitutionnel. Voilà, on peut dire tout ça pour ça. Bon, c'est une expression qu'on utilise souvent dans ce genre de cas de figure. Donc, il y a eu, allez, un flou, mais quand même un flou relativement clair, qui a plané là pendant quelques temps. Le Trésor était extrêmement confiant. Il avait bien raison. Donc désormais, il n'y a plus aucun obstacle. Cette loi qui est déjà en vigueur va voir son deuxième et dernier volet rentrer en application. Ben, pour le renouvellement, c'est aussi simple que ça. Au 1er mars 2023, avec obligation, si j'ai bien suivi là aussi Daisy, il faut que les associations, elles aient adhéré avant le 1er janvier 2003, c'est ça? C'est ça. En fait, tous les intermédiaires déjà immatriculés qui sont dans le périmètre, donc je rappelle les courtiers et les mandataires de ces courtiers qui sont dans le périmètre, doivent justifier au 1er janvier, au moment de l'ouverture du renouvellement Arias, d'une attestation d'adhésion. Tout ça est bien pensé puisque du coup, pour rappel, les associations ont 2 mois pour délivrer l'attestation d'adhésion à un intermédiaire. Donc, 1er janvier plus 2 mois, on arrive au 1er mars, fin du renouvellement à l'ORIAS. Raison pour laquelle NDIA, comme d'autres, hein, invite à anticiper le plus possible cette adhésion à une association pour 2 raisons, enfin pour plusieurs raisons. L'embouteillage, du coup, puisque sont concernés à peu près 40-45 000 intermédiaires. Donc, ça fait beaucoup de monde, même s'il y a 7 associations. Pour être prêt au 1er janvier, donc ne pas se retrouver en difficulté au moment du renouvellement à l'ORIAS. Et je pense qu'on ne peut pas se cacher non plus de dire que l'ORIAS a connu des soubresauts informatiques, soubresauts qui continuent. Et pour éviter toute mise en péril de votre immatriculation au moment du renouvellement, plus vous anticipez, plus ce renouvellement va bien se passer finalement. C'est un peu comme mettre des pneus neige quand on est en bas de la montagne, c'est pas nécessaire de les mettre en haut.
c'est ça, c'est ça. Sinon on a du mal à grimper, quoi. Exactement. Donc attention, hein, comme je vous le disais, c'est une profession réglementée. Si, alors habituellement, moi j'avais relevé que souvent on voyait écrit dans les mails de relance, attention, si au 31 janvier votre dossier n'est pas complet, vous serez renouvelé quand on aura le temps. C'était vrai ça? Non, en fait, le renouvellement dans les textes, c'est au 31 janvier. Mais du coup, il y a d'autres textes, hein, c'est le principe de l'écriture légistique, c'est que le renouvellement du coup doit être fait normalement avant le 31 janvier. Néanmoins, toute pièce qui se périme, les RC Pro, les garanties financières, elles courent jusqu'au 28 février. Et votre inscription, de toute façon, court jusqu'au 28 février. En pratique, il faut avoir fait le renouvellement avant le 31 janvier pour que l'ORIAS, du coup, ait un délai de traitement de ces mêmes renouvellements dans un délai d'un mois. Bon, en pratique, du coup, c'est pour ça qu'on parle toujours du 28 février, qui est la date butoir de fin de renouvellement, avec la commission d'immatriculation qui statuera, donc, sauf erreur, elle se tiendra le 8 ou le 9, enfin voilà, le vendredi de cette première semaine de mars, pour statuer sur les éventuels défauts de renouvellement annuel et du coup, ce qui entraînera les suppressions ou les radiations subséquentes. Ok, donc je rappelle que si au 1er mars on n'a plus le droit d'exercer, on est bien d'accord, hein? Enfin, en tout Tout cas, à pas fait. d'assurance. Tout à fait. Et donc Et- après, je le rappelle, si ça vous arrive, malheureusement, eh bien du coup, il faut se réinscrire, donc il faut justifier de nouveau de toutes les pièces. Et donc, le délai d'inscription à l'ORIES est également de 2 mois, sous réserve d'un dossier complet. Donc, ça fait, si vous n'avez pas fait les démarches auprès d'une association, ça fait J plus 2 mois. Une fois que vous avez votre attestation d'adhésion, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le délai auprès de l'ORIES va courir, donc plus 2 mois. Donc, si on met tout bout à bout, ça fait 4 mois. Donc ça nous emmène en juillet. D'accord, donc 4 mois pendant lesquels vous n'avez pas le droit de proposer de l'assurance, ni d'en bénéficier des avantages, puisqu'on va être très terre à terre quand même, donc ça veut dire pas de commission, pas d'honoraires possible. C'est ça. Donc d'où l'importance quand même de s'y prendre un petit peu à l'avance. Alors justement, on parle et on va rentrer dans le détail finalement de cette nouvelle réforme. Alors pourquoi autorégulation? C'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est parce qu'en fait, on a demandé à des organisations existantes de créer des structures nouvelles pour des raisons d'indépendance. Bon, ok. Euh, cette réforme s'adresse à qui? Pas aux assureurs, donc pas les compagnies, les mutuelles, tout ce qui est exclu. Pas les banquiers, évidemment. Il y avait une question sur les agents généraux, mais les agents généraux ne sont pas concernés parce qu'ils sont eux-mêmes bien cornaqués par leur mandante, qui leur donne tous les outils, qui les suivent et qui sont un peu les garants du respect de la conformité. Donc, ils n'avaient pas besoin. Vous voyez, c'est toujours cet esprit d'accompagnement et d'aide qui a toujours animé cette réforme. Et donc, on va retrouver qui? On va retrouver les courtiers en assurance et on va retrouver les courtiers en crédit, hein, pour faire simple, ainsi que leurs mandataires. Donc, si vous êtes MMI, OB, SP, j'ai du mal avec celui-là, eh bien, vous êtes concerné. Ça fait quand même un petit peu de monde, hein, 70 000 intermédiaires, grosso modo, recensés, une grosse partie en assurance. Et en fait, l'Orias nous délivre déjà une première info, 4 500 sont également avec une activité d'intermédiaire, une activité immobilière. Donc ça fait quand même pas mal de monde, pas mal d'entre vous qui sont concernés. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'il y a ces associations qui sont là, quel va être le rôle des associations, Daisy? Ah bah, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, ça va être un rôle d'accompagnement et de pédagogie. L'idée vraiment de cette réforme, c'était d'accompagner et de professionnaliser une profession réglementée, puisqu'on ne vend pas des contrats d'assurance comme on vend des chaussures. Donc vraiment, là, c'était l'idée d'accompagner compte tenu de la forte réglementation qui vous touche dans ces activités de distribution, en fait. Et il y a un socle réglementaire sur la base, hein, le minimum syndical pour être intermédiaire qui est quand même assez lourd. Force est de constater que l'ACPR, du coup, n'a pas 70 000 contrôleurs à mettre derrière des intermédiaires, puisque là, les intermédiaires sont sous contrôle périodique et non pas permanent, ce qui explique aussi les dérogations présentées dans les slides d'avant, en fait. Donc, entre cet accompagnement plus la vérification, d'où l'agrément de la CPR, ça fait une double vocation. Et finalement, la conclusion de cette réforme, c'était d'éviter l'isolement de ces intermédiaires, donc ces courtiers et ces mandataires, face à ce
ce flot de contraintes, en fait, d'où la création de ces associations. Donc, je dirais, pour revenir sur la partie minimum, donc c'est le slide qui est présenté. Donc, ça va être l'honorabilité pour vous et vos collaborateurs, puisque l'ORIES, du coup, elle vous vérifie votre honorabilité, donc par interrogation du bulletin numéro 2. En revanche, dans vos agences, voilà, les collaborateurs étaient, eux, sous votre seule vérification, mais à aucun moment ils étaient vérifiés par une entité, par la CPR ou autre, hormis en cas de contrôle. Donc, sur ce volet-là, du coup, les associations vont vérifier, vont s'assurer que les vérifications d'honorabilité ont bien été faites, c'est-à-dire une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, pour vous et vos collaborateurs. Mais l'intérêt surtout, c'était sur les collaborateurs. Donc, je le rappelle, l'honorabilité, c'est soit un bulletin numéro 3, soit une attestation sur l'honneur. Alors moi, je vous conseille l'attestation sur l'honneur, puisqu'un bulletin numéro 3, il faut avoir, je pense, tué quelqu'un hier pour qu'il y ait une mention, alors que attester sur l'honneur avec la liste des infractions, surtout quand elles sont explicitées, est beaucoup plus parlant. Et ça permet au moment des entretiens annuels, entretiens professionnels avec lesquels vous êtes malheureusement ou heureusement confrontés avec vos collaborateurs, ça permet de faire un petit rappel aussi. Ça, c'est le premier point. Donc en fait, chaque dirigeant, chaque entreprise devra lister l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés par la distribution d'assurance et du coup constituer un fichier. Tout à fait. Ça fait partie des obligations pour les associations, enfin envers les associations, pardon, de connaître les collaborateurs assujettis. Donc, par exemple, dans vos agences, quelqu'un qui fait que de l'immobilier, eh bien du coup, NDIA, par exemple, n'aura pas à connaître cette personne. En revanche, du coup, le collaborateur qui intervient sur de la distribution d'assurance, là oui. D'accord, ok. Donc on devra vous donner alors là pour illustrer, j'ai pris le registre du personnel, mais concrètement, on vous donnera la liste des collaborateurs avec le document, l'attestation sur l'honneur, ou on devra juste être garant d'avoir l'attestation sur l'honneur? Alors en fait, ça se passera en 2 étapes. Donc là, on fera un peu vite. La première étape, du coup, c'est une déclaration. C'est-à-dire que moi, chef d'entreprise, je déclare à NDIA avoir vérifié que mon collaborateur répondait bien à cette condition le temps. Donc voilà. Ensuite, dans un second temps, on passera sur la partie vérification. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments qui auront été déclarés à NDIA seront vérifiés. Et donc, dans un délai de 5 ans, chacun des adhérents se verra vérifié. Et donc, c'est là il faudra justifier des éléments déclarés. Donc, et nous fournir, le cas échéant, la déclaration sur l'honneur. D'accord, ok. Donc ça va. Au début, là, pour la première, ça sera en douceur. Tout à fait. En fait, NDIA a pris le parti de faire je dirais, les 9/10 des vérifications a posteriori, justement pour éviter cet embouteillage du renouvellement et permettre à tout intermédiaire, du coup, de justifier de cette obligation d'adhésion. Voilà. D'abord, on a choisi de prioriser finalement. D'accord, ok. Bon, donc pas d'affolement général, pas de grosses constitutions, pas de grosses contraintes administratives dans un premier temps. Ça Si vos viendra par la fichiers suite. du personnel sont à jour, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Ok. Donc ça, c'est pour le premier volet. Ça fait du monde en fonction des structures quand même, j'imagine, derrière en matière de vérification. Ensuite, le deuxième, garantie financière. Alors, si on a des tensions de fonds, assurance, on est d'accord, Daisy? Tout à fait. S'il n'y en a pas, du coup, il n'y a pas de garantie financière à fournir. C'est la même chose. En revanche, du coup, donc, il y a la garantie financière à fournir, mais il y a des informations à tout, parce que la garantie financière, vous la donnez déjà à l'ORIES. Donc, il n'y avait pas d'intérêt à rester sur un équivalent de vérification. NDIA, du coup, vous demandera un tout petit peu plus d'éléments. Si vous êtes peut-être moins concerné, mais s'il y a des mandats d'encaissement, s'il n'y en a pas, le nom, enfin, le quantum du coup qui rentre dans un mandat d'encaissement, ce qui ne rentre pas dans un mandat d'encaissement, tout ça étant pour s'assurer que le quantum de la garantie financière correspond bien du coup à votre activité. Voilà, D'accord, on va ok. un tout petit peu plus loin quand même de ces éléments que la seule attestation que vous fournissez à l'ORIES. Donc, c'est quelqu'un qui veut rester dans la simplicité, il vaut mieux qu'il fasse pas de délégation d'encaissement. Au moins, comme ça, il est tranquille. Non, non, Non? c'est vraiment pas, enfin, très honnêtement, les questions sont pas très compliquées. Et puis, faut pas empêcher l'exercice en fait, hein. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Ensuite, bien, il y a le niveau de capacité professionnelle. Là aussi, il y a plusieurs
plusieurs niveaux, plusieurs activités. C'est ça. Alors là, essentiellement, je fais encore le lien avec l'ORIES puisque l'ORIES vérifie cette condition pour les dirigeants ou le responsable d'activité dans la structure. En revanche, les collaborateurs étaient hors du scope de l'ORIAS et hors du viseur de la CPR, hormis en cas de contrôle. Et bien là, du coup, il faudra, dans le cadre de cette information sur le personnel concerné, nous indiquer par quels moyens vous avez considéré qu'il était capable, du coup, qu'il justifiait de cette capacité professionnelle. Donc, du coup, ça va du niveau 3 au niveau 2, selon son niveau d'autonomie. Finalement, plus le collaborateur est autonome, plus il doit justifier d'un niveau élevé. D'accord. Et comment est-ce que le dirigeant, alors pour le dirigeant assureur, c'est facile, mais pour le dirigeant qui n'est pas assureur, qui exerce ça en qualité de IATA, comment est-ce qu'il peut, est-ce que vous avez prévu un accompagnement pour les aider à déterminer ce point-là? Oui, il y a un guide qui est prévu, que vous avez partagé, je crois, ou que je vais partager, je ne sais plus. En fait, le plus simple dans ce cas-là, c'est soit de nous contacter et de poser la question. C'est aussi la force d'Endia d'accompagner. Si vous avez la moindre question quand vous embauchez un collaborateur, ça fait pleinement partie de nos missions que de vous accompagner quand vous allez nous décrire sa fiche de poste. Voilà, j'ai mon collaborateur, patati patata. Eh bien, nous, du coup, fort de ces éléments, on va estimer ensemble qu'il relève d'un niveau 2 et non pas d'un niveau 3. En revanche, si c'est un collaborateur qui est en autonomie très faible, eh bien là, du coup, on pourra estimer ensemble que le niveau 3 suffira. D'accord, très bien. Euh, une fois qu'on a satisfait, alors il y a un niveau de CAPA Pro, mais il y a aussi des diplômes qui doivent être listés, fournis. Comment ça se passe là aussi? Alors, en fait, il y a deux. Bah, pour les collaborateurs, c'est la même chose que pour le dirigeant finalement, puisque du coup, cette capacité professionnelle à laquelle vous avez satisfait vous au moment de votre immatriculation à l'ORIAS, eh bien en fait, c'est le même parcours que pour les collaborateurs. Soit il a un diplôme, donc un master, on en parlait tout à l'heure, en biologie moléculaire, malheureusement ou heureusement, permet de satisfaire, de proposer des produits d'assurance. Néanmoins, s'il n'a pas un niveau master, eh bien, du coup, il doit avoir un diplôme. Donc, non seulement dans une spécialité assurance, banque, finance, immobilier, mais être inscrit aussi au RNCP. Du coup, il y a ce double critère, hein. Voilà. D'accord. Ok. Bon, donc un peu de travail en perspective, en tout cas de listage, on va dire, des différents collaborateurs. Mais il Mais reste la voie de la formation quand même. oui, 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 oui. Merci, merci de penser à cette voie-là, parce qu'en effet, la formation est aussi un excellent moyen d'être sûr et certain, et d'une, d'avoir le niveau de capacité professionnelle, et de deux, d'avoir surtout les compétences, les connaissances nécessaires. Et chers amis et clients, je vous rappelle également que les formations d'IMO Assurance, puisqu'on ne traite que de ces sujets-là, sont également éligibles au renouvellement de votre carte professionnelle loi Allure, ça fait admis par la CCI pour le renouvellement de vos cartes pro. Donc, il y a tout intérêt à y aller. Et donc, une fois qu'on est passé par là, on a le sésame, ça y est, on est adhérent, on est adhérent de chez India. Oui, alors, il y a une petite étape complémentaire. Ça va être quand même votre déclaration d'activité, puisque Endia étant agréé par la CPR avait aussi, elle, intérêt à vous connaître. Il y avait aussi un effet 70 000 intermédiaires dans son giron. C'était pas évident pour elle de connaître tous les acteurs, les moyens de distribution. Enfin, voilà. Donc, l'intérêt aussi de ces associations, c'est de faire le lien, à être un relais d'information avec la CPR, notamment statistique. Donc, il y a ce petit élément, cette déclaration d'activité. Donc là, ça n'est que déclaratif et c'est notamment en cas d'interrogation de la CPR sur nos adhérents, qui ils sont et comment ils distribuent tant l'assurance que les opérations de banque. Voilà. Et donc après, oui, une fois que vous avez rempli tous ces éléments, eh bien du coup, l'attestation d'adhésion est téléchargeable à tout moment sur votre espace adhérent Endia. Et elle sera à D'accord. fournir à l'ORIAS au 1er janvier, même si, compte tenu de mon expérience, je transmettrai la liste de nos adhérents à l'ORIAS avant le renouvellement pour que ce soit quand même plus simple pour nos adhérents. D'accord. Donc, ils auront en fait la conformité
la validation de la conformité par deux canaux, par le canal individuel, et puis c'est l'association aussi qui va dire, bon ben voilà, voilà nos adhérents, pour eux c'est OK, donc oui, bon. Voilà, c'est plus une question sur la checklist du renouvellement, on peut décocher. Bon, ça c'est bien quand même, c'est bien. Alors, adhésion obligatoire, oui, mais adhésion obligatoire pour l'intermédiaire, pour le courtier, mais est-ce que l'association doit prendre? Alors, donc, vous adhérez à une association. Donc, en fait, ça se fait en deux étapes. D'abord, on adhère, on informe l'association, on déclare, et ensuite, on passe sur une mission de vérification. Donc, tous les enfin, le texte indique que tous les adhérents doivent avoir été vérifiés au moins une fois dans un délai de 5 ans. Donc, si au moment de ces vérifications, on fait face à un adhérent soit récalcitrant, soit allergique à la conformité et aux éléments de conformité qu'on a listés juste avant, eh bien, donc on passe en procédure de remédiation, c'est-à-dire qu'on essaye d'échanger, d'accompagner. Si néanmoins ce mur du coup fait face, ou pour d'autres raisons, il y a une commission disciplinaire. Donc, c'était aussi l'intérêt de cette QPC que d'asseoir cette procédure qui peut entraîner éventuellement la radiation de l'association. Cette information, du coup, sera transmise et à la CPR, puisque du coup, c'est notre autorité de tutelle, et à l'ORIAS, puisque c'est une des conditions d'agrément, de la même façon que en cas de résiliation de RC Pro, l'information est transmise sans délai à l'ORIAS. Et bien du coup, les associations ont les mêmes contraintes. Donc finalement, dans le pire des scénarios, du coup, l'adhérent se retrouve radié de l'ORIAS. Voilà. Et la CPR et l'ORIAS informés. Tout à fait. Donc bon, l'ORIAS, lui, va se contenter simplement de vous radier. La CPR, je pense que derrière, c'est une porte ouverte à un contrôle, ça. Alors oui et non, sans doute. Là, après, je ne peux pas présager pour la CPR. Elle est bien C'est souveraine. une pensée à voix haute. En général, quand on commence à être sous le feu des projecteurs pour ce genre de truc-là, ça, c'est pas bon signe. OK. Mm. Alors, bon, d'accord pour l'adhésion. Les missions sont diverses, hein, pour les associations. Bah oui, c'est ce que je disais du coup. Une suivi d'activité de l'accompagnement des membres. Donc, les vérifications. Alors, point important quand même, qui était aussi un des intérêts de cette réforme, c'est un constat de la CPR sur notamment l'obligation de proposer un médiateur à ses clients. Aujourd'hui, votre activité principale est plutôt IMO, donc vous avez un médiateur sur la partie IMO. Néanmoins, sur la partie distribution en assurance, vous êtes aussi obligé de proposer un médiateur spécialisé sur cette problématique. Donc, NDIA, du coup, euh, quoi ça s'appelle est inclus, donc je vais le dire différemment, l'adhésion à un médiateur pour la partie distribution d'assurance est inclus directement dans l'adhésion, dans le coût d'adhésion. Donc en adhérant à NDIA, vous êtes d'office adhérent de la médiation de l'assurance. Donc vous respectez une seconde step réglementaire liée à cette activité. Il ne restera plus qu'à l'intégrer dans les mentions légales. Tout à fait. Donc j'en profite à mon tour, hein, un petit rappel. Hein, alors je sais que majoritairement vous le respectez, comme ça au moins je sais que personne ne se sentira visé en particulier. Mais en tout cas, dans vos mentions légales, il y a bien sûr tout ce qui va concerner l'immobilier. Mais à partir du moment où vous êtes inscrit à l'ORIAS, que vous proposez de l'assurance et qui plus est, si vous le mettez en avant sur votre site vitrine, dans les mentions légales, il doit y avoir bien le respect de toutes les mentions liées à l'assurance. Donc le numéro ORIAS, la référence à la CPR et la référence à ce médiateur de l'assurance en plus de celui de l'immobilier. Donc, pensez-y. Là, vous avez un médiateur qui est compris dans votre adhésion auprès de l'association Endia. Donc, autant en profiter pour la mettre en avant également sur vos mentions légales. Donc, le médiateur, c'est que c'est important. Hein. J'en profite aussi, puisque du coup, NDIA a le double agrément, hein, assurance et IOB. Si certains d'entre vous sont par ailleurs MIOBSP, donc mandataires d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, l'adhésion à un médiateur pour cette activité d'IOB doit également se faire, est inclus aussi dans les frais d'adhésion. Donc, en fait, si vous adhérez pour les deux activités, bien du coup, vous serez d'office adhérent de la médiation de l'assurance et de la médiation de Vini pour ces activités d'IOB. Voilà, en fait, on a pris le problème dans son ensemble.
Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain que sur l'activité IMO, l'activité banque et l'activité assurance, eh bien, vous avez le médecin, hein. OK, donc ça, c'est pour la médiation et en matière, alors moi, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière le service d'accompagnement, enfin, pas ce qui se cache, mais ce qu'il y a derrière le service d'accompagnement, observation, les recommandations, c'est quoi qui est prévu? Alors, après, il y a toute une partie sur accompagnement observation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Du coup, c'est notamment sur le volet réglementaire ou encore plus pour vous qui êtes à titre accessoire, même si vous êtes bien accompagné. Souvent, c'est loin de vos problématiques. Donc, il y a quand même cette information qui est très importante sur l'accompagnement. C'est vous tenir informé des évolutions qui impactent. Par exemple, on parlait de la médiation. Si demain, je vous le souhaite pas, hein, j'espère ne pas vous mettre dedans, mais si demain la formation continue vous intéressait, ça va sortir en mois de juillet, ce sera à faire avant le 31 décembre. Donc le but de l'association, c'est aussi de vous alerter sur ces éléments-là et de vous dire attention, ça vient de sortir, euh, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous on met en œuvre pour vous. Pour vous donner, pour imager, côté IOB, une nouvelle réglementation est sortie cet été avec une formation continue toute neuve, en plus de celle déjà prévue pour le crédit immobilier. Et bien du coup, voilà, Endia se met en ordre de marche pour proposer à ses adhérents un partenaire sur la formation pour que vous puissiez satisfaire à cette nouvelle obligation. Ensuite, on parle de collecte de données statistiques. Donc là, c'est ce que je disais, du coup, c'est des remontées d'informations côté ACPR pour mieux connaître, du coup, ces assujettis au contrôle. Et ensuite, sur tout ce qui est formulation de recommandations, eh bien, ça, c'est mieux nous on vous connaîtra, meilleur interlocuteur on pourra être, notamment moi, auprès de la CPR, puisque du coup, la CPR émet des recommandations, donc cette fameuse soft law qui vient compléter le package réglementaire, les lois, les décrets, pour justement expliciter du coup ses attentes en matière de réglementation. Voilà. C'est là où Wendia prendra toute son ampleur grâce aux remontées des adhérents, à la mise en place de ces différents collèges, voilà, pour pouvoir faire remonter des pratiques bonnes pour l'ensemble, en fait. Mais Bon, d'où l'autorégulation, c'est par CPR. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. d'accord. Donc, après, l'IA, l'intelligence artificielle, on en revient aux fondamentaux, finalement, c'est l'intelligence humaine, c'est ça? Exactement. Tout C'est à fait. magnifique. C'est bien décrit. Alors justement, les fameuses associations, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Il y a 7 associations qui ont été agréées pour le volet, assurance. Certaines sont sur les 2 volets. Donc on va parler d'une qui vous tient à cœur, Daisy, on va pas se le cacher. Donc, Endia, évidemment. Endia qui est née de par la volonté du syndicat du courtage d'assurance, Planète CSCA, une organisation professionnelle pour des comparateurs et une des intermédiaires en crédit, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, ces trois associations, je pense qu'on ne peut pas se le cacher, n'étaient pas favorables à cette réforme. Voilà, il est important de se le dire. Euh, Néanmoins, au bout d'un moment, il faut savoir signer l'armistice. Donc, la loi était là, la PPL était dans les tuyaux. Et donc, chacune de ces associations, voyant cette réforme se profiler, a fait le constat qu'elle ne pouvait pas y aller seule, puisque l'APIC est spécialisée en crédit, Planète CSCA sur le courtage et le GCAP sur les comparateurs. Donc, ils ne sont pas assez nombreux pour avoir cette représentativité. Donc, finalement, ensemble, on est plus fort. Donc, ces trois associations, du coup, ont souhaité créer NDIA, donc qui n'a que pour vocation et pour seule mission l'autorégulation. Donc, voilà le principe d'Endia. D'accord, OK. Donc effectivement, ça a permis aussi de pouvoir, être sur les 2 sujets, le sujet banque, et assurance. Tout à fait. Donc, ce qui est donc fort de ces éléments, du coup, c'est aussi d'avoir une proximité intellectuelle avec ses fondateurs. On ne peut pas être sachant sur tous les terrains. Donc, le fait d'avoir Planète CCA sur la partie courtage, donc qui est le syndicat du courtage, idem sur la PIC, ça nous permet d'avoir cette proximité intellectuelle. Et l'intérêt de cette réforme, c'est d'en faire une opportunité, puisque du coup, la seule mission d'Endia, exemple de tout conflit d'intérêts et d'impartialité, puisque la gouvernance, moi comme le président d'Endia, Roger Mengui, du coup, nous n'avons aucun intérêt dans le courtage. Donc, on est sur une indépendance pleine et entière, ce qui nous permet d'avoir cette vision de faire de la réforme une opportunité, puisque voilà,
prenons le meilleur du pire finalement. C'est vraiment l'idée. Et donc, dans cette réforme du courtage, c'est d'avoir une charge réglementaire diminuée, puisque du coup, on est là pour vous accompagner. Donc, effectivement, pour bien accompagner, il faut d'abord connaître. Donc, d'où la déclaration et ensuite la vérification. Et ça arrive à tout le monde, du coup, voilà, c'est pas votre activité principale encore plus. Donc, d'avoir ce délai de remédiation si le cas échéant, on n'était pas tout à fait en phase sur un des points de conformité. Pardon. Voilà. Bon, pendant que Daisy est en train de retrouver son... donc, ok, oui, en effet, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, l'association professionnelle telle qu'elle a été pensée dans le cadre de cette réforme, c'est un élément facilitateur. C'est voir. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vous soulager dans cette démarche réglementaire qui est la vôtre, mine de rien. D'accord. Alors, côté réglementaire, nos clients sont déjà bien au fait des choses. Ils ont donné, puis je crois qu'ils continuent à donner à chaque tous les mois, il y a un nouveau texte qui sort, donc ok, ça marche. Ce qui est important aussi, c'est ce côté indépendant. Il y a a priori aucune obligation qui naît de l'adhésion à l'association, pas d'obligation d'adhérer à un syndicat ou autre. C'est ce qui nous différencie de d'autres associations. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer, mais il y a des On va pas les schémas citer. différents. Vous pouvez tout à fait. Donc, parmi nos fondateurs, au sein de nos fondateurs, il n'y a aucune obligation d'adhérer à Planète pour être adhérent d'Endia. Et inversement, vous pouvez choisir d'être adhérent Planète et de ne pas adhérer à Endia pour les raisons qui sont les vôtres. Difficilement compréhensible, mais néanmoins. Et inversement, du coup, vous pouvez tout à fait être adhérent d'Endia, mais ne pas souhaiter vous syndiquer auprès de Planète CCA ou de la PIC ou du GCAM selon vos activités. Et donc, ce qui fait que Endia n'a aucun intérêt économique dans le courtage. Donc, néanmoins, le conseil d'administration d'Endia, du coup, d'où cette autorégulation, ce sont aussi des professionnels du secteur, donc de Planète CSCA, de la PIC et du GCAM, qui font aussi vivre Endia et les grandes lignes stratégiques, donc propres à un conseil d'administration, quand même. Ok, bon, ce point était important parce que c'est vrai que les clients Gallian, les clients sociétaires Gallian sont des professionnels de l'immobilier avant toute chose avec leurs propres organisations syndicales et donc des fois d'être à cheval, d'avoir des obligations comme ça d'adhésion, ça peut freiner. Mais vous avez raison de le dire, hein. Il y a d'autres associations qui sont des passerelles ouvertes sur d'autres organisations professionnelles. Bon, c'est pas votre cas, donc c'est parfait. Donc du coup, concrètement, comment ça se passe? Allons-y. Donc, je me connecte à quoi, Daisy? Endia.fr, c'est ça? Tout à fait. Alors, du coup, vous retrouvez c'est endia.fr. Il y a du coup toute la documentation que vous pouvez avoir, les tarifs. On peut peut-être en parler en premier. Je pense que c'est peut-être un vrai sujet. Oui, il y a une question prioritaire de tarifs. Très bien. Donc, Endia a pris. Donc, les tarifs sont publics, hein. Néanmoins, si vous voulez avoir les autres tranches, je pourrais vous les donner avec plaisir. Donc, c'est dans les actualités, adhérer à Endia, conditions tarifaires. Tout ça est public, hein. Vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Donc, Endia a pris le parti d'associer son tarif à votre chiffre d'affaires, uniquement sur le chiffre d'affaires lié à la distribution d'assurance et ou de courtage en crédit si vous en faites. Principalement, je crois que vous êtes plutôt sur de la uniquement assurance. Donc, c'est le chiffre d'affaires N-1 généré par la distribution d'assurance. Uniquement votre chiffre d'affaires lié à votre activité principale ne nous regarde pas. Voilà. Et donc, vous ne pourrez pas de cotisation là-dessus. Exactement. Donc, on fonctionne par tranche. Donc, monostatut, c'est si vous n'êtes que MIA ou si vous êtes MIA IOB, bah, du coup, c'est multistatut. Il n'y a pas de surcoût lié au nombre de collaborateurs. Donc, que vous ayez un collaborateur ou 100 collaborateurs, c'est le même tarif. Voilà. Autre importance, ce coût d'adhésion, à aujourd'hui, je le rappelle, votre obligation d'adhérer ne va rentrer en vigueur qu'au 1er janvier. Donc, il n'aurait pas été juste de vous faire payer l'anticipation. Le fait que vous adhériez avant le 1er janvier, eh bien, du coup, ne changera rien à votre frais d'adhésion puisque en adhérant, que ce soit le 27 octobre ou le 15 novembre,
votre adhésion, du coup, vous couvrira jusqu'au 31 décembre 2023. Ça, c'est important de le rappeler, puisque du coup, certains, s'étaient dit ce sera au prorata temporis sur l'année 2022, mais non, du coup. L'année 2022, c'est une année blanche pour tous ceux, du coup, qui sont déjà immatriculés à l'ORIES. Donc, voilà la partie tarifaire. Si vous avez d'autres questions, donc il y a les coordonnées. Donc, NDI a des chargés de relations adhérents, c'est important de le dire aussi, qui sont là pour vous accompagner, soit par mail, soit par téléphone. Donc, parfois, un petit coup de téléphone, le problème est vite réglé. Ça permet, voilà, c'est quand même assez facile. Donc, on adhère en 2 étapes à NDIA. Donc, en haut à droite, vous avez le volet adhérer. Hop. Donc, moi, j'ai pris un numéro sirène au choix. Là, du coup, l'idée, c'est de mettre l'entité qui distribue de l'assurance. On clique sur la loupe, ça va chercher des informations, un peu comme quand vous êtes immatriculé à l'ORIES. Donc, ne rigolez pas, c'est la boucherie où je vais. Voilà, il fallait que je prenne un exemple. Donc, ici, vous allez renseigner donc, la forme. Tous les éléments sont déjà préenregistrés. Et là, après, vous suivez les étapes. Donc, on interroge du coup, si vous êtes déjà oriacé, donc pas d'inquiétude, quelle catégorie je suis, comment je suis, ces informations, du coup, on vient interroger le web service de l'ORIAS. Donc, elles vont remonter toutes seules. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez marqué MIA, oui, à titre accessoire. Puisque du coup, si je mets non, je mets oui. Et là, ici, d'où l'importance de bien préciser que vous êtes à titre accessoire. Donc là, je mets non, hop, pas d'IOB. Ici, on va vous demander dans quelle catégorie vous souhaitez être rattaché, puisque dans le cadre de son règlement intérieur, NDIA, du coup, en plus de ses administrateurs dès le départ, donc Planète, APIC, GCAP, je le rappelle, du coup, va mettre en place des collèges qui éliront, du coup, des représentants qui siégeront au sein du conseil d'administration, justement pour qu'on ait cette fameuse régulation par ses pairs. Donc là, à vous d'indiquer, donc principalement, vous serez en mandataire d'intermédiaire en assurance pour vous. Néanmoins, si vous avez d'autres activités et vous souhaitez vous mettre dans les courtiers, bon, vous êtes moins courtier, mais voilà, à vous de voir. Donc ça, c'est des informations complémentaires. Vous pouvez indiquer si vous êtes déjà membre d'une organisation professionnelle. Il n'y a pas d'obligation. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Voilà. Et ici vient la partie représentants légaux. Donc là, à vous de mettre de qui il s'agit. Un numéro de téléphone est indispensable puisqu'au moment des vérifications, du coup, il faut que nous soyons en capacité de vous joindre pour que nos échanges puissent se faire, puisque la partie vérification ne se fait pas sur place, mais sur pièce. Donc, pour qu'on puisse se joindre, pour essayer de communiquer, le numéro de téléphone est indispensable. Donc, soit un numéro de téléphone ou un fixe ou un portable, aucun problème. Ici, sur le dirigeant est-il également administrateur? Ce n'est pas administrateur au sens sociétal, c'est l'administrateur du compte adhérent. Donc, vous pouvez vous mettre, vous, qualité de dirigeant, mais vous pouvez aussi indiquer au sein de votre structure la personne qui gérera votre conformité NDIA, j'ai envie de vous dire. Donc, à vous de voir si vous souhaitez mettre la même personne. Donc là, je vais mettre oui. Hop. Donc là, c'est si vous adhérez au titre d'un groupe, mais un groupe au sens détention capitalistique. Donc, pour la plupart, si je ne dis pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me corriger, on sera plutôt sur non. Ici, bon, ça c'est j'atteste sur l'honneur que les informations renseignées sont exactes. Et après. Est-ce qu'il y a moyen de justement de dire ben voilà, on est mandataire d'intermédiaire d'assurance de Gallian Alors ça viendra dans une deuxième partie. D'accord. Voilà. Donc là, après, vient la partie du règlement où il faut procéder au règlement. Donc, on l'a vu, la première strate, du coup, on est à 99 € pour un chiffre d'affaires assurance ou IOB, à vous de voir, compris entre 0 et 150. Donc, ce règlement s'effectue par carte bancaire. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais pas mettre ma carte bleue, mais voilà. Donc, une fois que vous avez procédé au règlement, on arrive du coup sur la deuxième partie et donc là, sur l'espace adhérent. Donc, une fois que vous avez réglé, vous êtes adhérent, charge à vous ensuite d'aller confirmer cette information.
Jusque-là, en fait, on n'a fourni aucun document. Non, tout à fait. Donc, on pourrait considérer que c'est une préadhésion en définitive. Derrière, c'est vous qui allez contrôler si tout est OK, quoi. Tout à fait. Comment fait-on si je démarre mon activité? Vous mettez 0. Et donc, comme on va se rappeler l'année prochaine, puisque vous serez toujours immatriculé, bien du coup, vous compléterez l'année prochaine. Je me permets de répondre à une question Oui. sur le chiffre d'affaires au moment du renouvellement de votre adhésion, qui se fera plutôt sur le T4 2023. Cela bloque. Pour le chiffre d'affaires, non, vous pouvez mettre 0, hein, normalement. Je l'ai pas testé là tout de suite. Donc là, vous aurez créé votre espace. Alors du coup, moi, c'est un vrai faux compte, hein. Donc, Et moi, j'ai RGPD choisi. oblige, hein, évidemment. C'est un compte test. Exactement. Voilà, donc j'ai pris le numéro sirène d'Interflora et plus de mon boucher. Donc vous avez un guide utilisateur qui vous accompagne, donc qui est interactif et qui vous accompagne étape par étape. Voilà. En plus, je vous avais adressé, ou je ne sais plus, un guide utilisateur, mais qui est disponible en ligne. Voilà. Là, l'idée, c'est d'aller dans ma conformité. Je clique sur la petite loupe et là, je viens compléter l'ensemble. Alors, sur ce compte, j'ai assurance et IOB, hein, donc ne vous étonnez pas si vous, dans votre démarche, vous n'avez que assurance. Donc, vous avez la partie honorabilité, capacité professionnelle, formation continue. Donc ça ne vous concerne pas, puisque du coup, vous n'y êtes pas soumis. La garantie financière et l'ARC Pro. Ensuite, on va vous demander, donc c'est les fameuses déclarations d'activité pour mieux vous connaître. Une fois tous ces axes, ces éléments renseignés pour vous et vos collaborateurs, puisque, je le rappelle, l'intérêt pour nous, c'est aussi de connaître l'ensemble des personnes assujetties au sein de votre structure. Donc, il faudra compléter. Alors, je crois que je ne sais plus si j'ai mis beaucoup de personnes. Il n'y avait que moi. Mais voilà, vous pouvez ajouter au fil de l'eau le collaborateur A, le collaborateur B, le collaborateur C, pour lesquels vous avez eu toutes ces diligences lors de l'embauche et que vous renouvelez chaque année. Et si vous mettez 1, Un Madame euro, ouais. Fournier, Des fois, c'est avec l'informatique qui est assez binaire, hein. À 0, ça passe pas. À 1, c'est bon, ça passe. tout à fait. Et donc, une fois que tout ça est fait, eh bien, du coup, sur votre... Hop, après, vous pourrez aller télécharger votre attestation. Alors là, le bouton est grisé pour moi, puisque naturellement, je n'ai pas complété tous les éléments. Et donc, cette attestation est téléchargeable où il y aura marqué Interflora France, adhérent à Endia de telle date à telle date. Donc, l'attestation d'adhésion, ne vous inquiétez pas, est éditable en année civile. Donc là, aujourd'hui, elle court jusqu'au 31 décembre 2022. Super. Et à partir du 1er janvier, du coup, elle sera reconduite jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà, tout ça est juste une question de millésime. Néanmoins, donc je le rappelle, pour le renouvellement à l'ORIAS, il s'ouvrira le 2 janvier, le premier étant un jour férié, l'ORIAS ne travaille pas. Mais les partenaires privilégiés comme les assureurs de RC Pro et les associations demain, du coup, auront, elles, l'ouverture du renouvellement une semaine, 10 jours avant, donc à partir du 19 décembre, ce qui nous permettra d'anticiper, du coup, le renouvellement de nos adhérents et donc de transmettre l'ensemble de nos adhérents conformes, donc c'est-à-dire qui ont une attestation téléchargeable. D'accord, donc c'est quand même relativement simple. On a vu quelques écrans et puis ça y est. Donc au final, c'est pas si énorme que ça. Non, très honnêtement, c'est quand même assez simple. La première partie de déclaration, puisque les seules pièces à charger sur notre espace, c'est l'ARC Pro, la garantie financière. C'est tout. Ok, Voilà, d'accord. ce sont les seuls. Tout le reste, du coup, n'est que déclaratif. Néanmoins, ça n'empêche pas l'exactitude des informations déclarées. Mais on est sur une déclaration. Les justificatifs viendront dans la deuxième phase, à savoir la phase de remédiation.
si de toute façon il y avait une erreur dans un des axes de conformité, en bas du compte, pas ici, hein, parce que du coup j'en ai pas, il y a une partie remédiation. Donc c'est là où on fait le point sur ce qui va et ce qui ne va pas en fait. Ok, donc là, c'est l'espace, je dirais, échange entre Endia et ses adhérents. Exactement. J'essaye de vous le montrer. Tac. Voilà, j'en ai une. Donc ça, c'est mon acte de remédiation, puisque du coup, quand j'ai renseigné le 17 octobre ma garantie financière, eh bien du coup, j'ai mal renseigné cet élément-là. Et donc, ça m'a généré automatiquement. En fait, le système d'information fait qu'il y a un contrôle de complétude et un contrôle de cohérence. D'accord, ok, Voilà. ça marche. Donc, le contrôle de complétude, la sanction, enfin voilà, le couperet est simple, l'attestation n'est pas téléchargeable. Au départ, elle est grisée. Et le contrôle de cohérence, bien du coup, c'est relevé par des éléments de remédiation. Ok, ok, ok. Alors, j'avais une question qui m'avait été posée concernant la facture des frais d'adhésion, enfin, pas des frais, des Des droits coûts. d'adhésion. Alors, l'NDIA n'émet pas de facture, mais à partir du moment où vous procédez au règlement par carte bancaire, j'y viens, hein, je vois quelques. NDIA transmet une attestation de paiement. La facture, du coup, devant intervenir normalement au départ, eh bien, du coup, nous n'émettons pas de facture au départ parce que, du coup, le système, du coup, se met en ligne comme un compte marchand. En revanche, dès émission du règlement, à partir du moment où vous êtes inscrit à NDIA, eh bien, du coup, vous recevez l'attestation de paiement, le règlement intérieur, la politique RGPD et le lien pour vous connecter à votre espace adhérent. Voilà, ok. Alors, Pour oui, répondre à la question, oui, oui, quand on parle de garantie financière, c'est les garanties financières liées à l'assurance. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, est-ce que vous avez une délégation d'encaissement pour le compte de votre intermédiaire ou de l'assureur? À partir du moment où vous n'avez pas, il y a pas de sujet, quoi. Ça n'a rien à voir avec les fonds mandants qui sont l'objet de la garantie financière Gallian, bien sûr. Alors après, on a souvent, en effet, un schéma d'une question qui nous est posée, où on a une captive. Donc, une captive, c'est un cahier de courtage dédié, captive d'un groupe, et qui distribue ses produits d'assurance auprès de différents partenaires, toujours dans le même groupe. Et là, en l'occurrence, c'est un courtier captif qui distribue auprès de d'autres agences immobilières toutes les offres d'assurance classiques liées à l'immobilier. La relation de partenariat qui doit exister, donc on a la captive d'assurance, la captive de courtage, et ensuite toutes les agences immobilières doivent être immatriculées en qualité de mandataire d'intermédiaire. oui, tout à fait. Donc, et du coup, elles doivent aussi adhérer à India dans les mêmes conditions que vous. Sauf si elle ne pratique aucun honoraire complémentaire et que c'est la captive qui facture les honoraires complémentaires et qui les garderait pour elle et les fait remonter à la holding, c'est ça? C'est ça. À ce moment-là, si on a 4 agences Hein. immobilières, non mais je pars sous votre contrôle parce que au moins comme ça Enfin, c'est moi, clair. c'était surtout pour la captive de courtage Oui, qui exerce cette activité de courtage. Elle est courtier, du coup. elle bien Quid sûr, de pas de son sujet. statut de courtage? Du coup, ça, c'est un autre sujet. Mais son simple statut de courtier emporte, du coup, les mêmes obligations qui sont les vôtres, à savoir adhérer à une association professionnelle agréée. Voilà, mais comme elle est courtier, elle est niveau 1, forcément elle a d'autres obligations réglementaires. Tout à fait. Et là, les agences immobilières qui sont clientes de ce cabinet de courtage, si elles veulent échapper à la règle, il ne faut pas qu'elles fassent d'intermédiation d'assurance. Donc, il ne faut pas qu'elles facturent d'honoraires liés à la distribution d'assurance. On en revient un petit peu à la définition de début de l'intermédiaire, c'est ça? C'est ça. Du coup, s'il n'y a pas de rémunération, eh bien, il n'y a pas de distribution. Enfin, attention, rémunération égale tout avantage économique, hein, donc, Oui, du oui, coup, bien à sûr, bien prendre sûr, bien aussi sûr. avec des guillemets. Voilà. Si, alors, pour faire plus pratico-pratique, le courtier, la captive, le courtier achète son assurance à Gallian 2, il la revend 3% du montant quittancé à ses clients, agents immobiliers membres du groupe, qui l'achète 3, qui la revende 3, il n'y a pas d'honoraire complémentaire, il n'y a aucune rémunération liée à distribution d'assurance. C'est le courtier qui en fait capte toute la marge, hein, et donc à ce moment-là, c'est le courtier qui doit être, lui, immatriculé et adhérent à l'association, alors que les agences immobilières là uniquement dans le cadre de la loi Hoguet, puisqu'il n'y a pas de rémunération au sens du code des assurances. Voilà. On a une autre question.
L'agence immobilière distribue les produits auprès de clients finaux avec un statut de MIA. La structure courtier peut-elle également adhérer à NDIA? Oui, alors je vous ai activé les micros, hein, donc si vous voulez préciser votre pensée quant à la question, vous pouvez activer votre micro et la poser directement. Oui, bonjour, Franck Rossard, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, vous avez plus ou moins répondu à ma question, dans le sens où effectivement, moi, j'ai créé une petite structure pour distribuer l'ensemble des produits auprès de l'agence immobilière. Et ma question, c'était celle auquel vous avez répondu. Donc, on doit adhérer à la structure courtier doit adhérer à l'association. Par contre, est-ce que c'est les mêmes tarifs que vous proposez pour un statut de MIA ou est-ce que vous avez un statut différent? Non, non, c'est exactement les mêmes. Du coup, il n'y a pas de distinction que vous soyez courtier ou MIA. La seule distinction, c'est le chiffre d'affaires généré. D'accord. Alors, donc il faut, après l'agence, elle a un statut de MIA, bien évidemment, mais alors on a mis en place quelque chose de particulier avec Galian, où effectivement, avec Galian, j'ai un statut, on a mis en place un statut de MIA, puisque je distribue surtout les produits PNO de Galian, et par contre, la commission est versée au courtier. C'est ce qui a été dans le contrat. Donc l'agence, elle, n'a pas de nation liée à la distribution. Voilà, exactement. Donc dans ces conditions, entre autres pour ce produit-là, dans ces conditions, l'agence n'est pas obligée d'adhérer à l'association. Bah si, puisque du coup, vous avez quand même ce statut de MIA en fait. Et voilà, c'est ça la problématique. Et Ouais. voilà, Galian m'a un peu contraint à prendre ce statut de MIA. Donc évidemment, je suis oriacé des deux côtés. Ouais. Mais la question est de dire, comme c'est la société de courtage qui reçoit les rétrocessions de Galian, est-ce que cette organisation est pérenne d'avoir un statut de MIA côté agence immobilière? Alors c'est vrai que là, en ayant une captive de courtage, évidemment, les données sont un petit peu différentes. Alors à décharge, la réglementation a beaucoup, est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et donc du coup, il a fallu quand même se mettre un petit peu au diapason. Je pense qu'aujourd'hui, dans le schéma avec l'introduction des associations, en effet, il faut vraiment revenir à ces fondamentaux de l'intermédiation. Si vous êtes intermédiaire, vous devez être immatriculé à l'ORIAS et vous devez adhérer avant ça à l'association. Si vous ne répondez pas à la définition de l'intermédiaire d'assurance, eh bien, vous êtes dispensé de tout ce qui va avec, hein. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pas de rémunération liée à la distribution d'assurance égale pas d'ORIAS, tout simplement. Donc, si vous achetez 3% votre GLI auprès du courtier et que vous leur revendez 3%, vous êtes bien dans le cadre de la LOG et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il faut que je refasse le point sur toutes mes distributions de produits au sein de l'agence et vérifier qu'éventuellement remonter tout le commissionnement sur la structure de courtage et sortir du statut de MIA au sein de l'agence. C'est possible d'avoir, oui. Effectivement. Alors par contre, je vous invite à entamer cette réflexion assez vite puisque du coup, je vous rappelle le timing, 1er janvier, 31 janvier, fin de renouvellement et le couperet tombe 28 février 2023. Donc en fait, si finalement vos réflexions, vous les entamez trop tardivement et que vous devez rester immatriculé en qualité de MIA, ne vous retrouvez pas coincé par ces deadlines en fait. Oui, voilà. C'est que là, vu le délai qui est court, que je suis obligé de faire une double adhésion cette année et puis l'année suivante de tout remettre, de prendre 2023 pour remettre tout à plat. Voilà, là c'est à vous de voir, mais voilà, là c'est. Oui. Il faut faire vite. En parlant de faire vite, donc nous avons Daisy encore pour 2 minutes. Donc si vous avez une question, c'est maintenant ou alors il faudra revenir demain matin. Je peux poser une question? Oui, Président. Merci. Une question bassement matérielle parce que moi j'ai adhéré il y a 2 heures à India, donc je suis déjà rentré dans tout le système. Mais vous avez répondu à l'une des questions concernant l'honneur, sauf que, bon, j'ai bien compris qu'il fallait délivrer une attestation sur l'honneur. Est-ce que vous auriez un modèle particulier sur cette attestation, ne serait-ce que parce qu'il y a sûrement des références à y apporter? Et quant à la seconde, vous demandez les garanties financières, attestation d'assurance. Bien sûr, j'ai bien voulu vous les fournir, je les avais naturellement. Sauf que je n'ai pas trouvé le moyen dans votre
programme de pouvoir les rentrer. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer comment on peut les adresser. Je vous montre tout. Donc, onglet garantie financière, vous cliquez sur la... J'entends par contre toutes les remarques sur, sur la maniabilité de notre site. Ici, du coup, hop, je refais... Attendez. Je reprends mes axes. Du coup, alors est-ce que ça va fonctionner? Hop. Garantie financière. Je clique ici pour accéder au questionnaire. Je fais modifier. Et ici, vous pouvez cliquer déposer vos documents. Ah d'accord, je n'ai pas pu rentrer jusque-là alors. Voilà, faut cliquer sur l'œil. À chaque fois, vous avez un petit œil. Voilà. On s'améliore sur le site internet. Je vous demande un petit peu d'indulgence, mais voilà, tout devrait s'améliorer après. Voilà, l'essentiel, c'est d'y arriver. Ils ont eu 3 mois pour mettre en place leur système et donc ouais, voilà, on a bientôt la première bougie soufflée, donc on va être indulgent. Parfait, merci. Oui. Voilà. Et sur l'attestation sur l'honneur, oui, du coup, je pourrais vous je le transmettrai à Fabrice et n'hésitez pas à le partager. J'ai repris ce que j'avais fait à l'ORIES, donc l'attestation d'honorabilité, que j'ai un tout petit peu modifié en explicitant un peu les infractions, parce que du coup, faut quand même être juriste pour connaître et expliquer l'intérêt aussi de cette attestation sur l'honneur. Voilà. Donc, je vous la transmettrai là dans l'après-midi. Voilà. Et moi, je vous ferai suivre tout ça.